Mon invité aujourd'hui, c'est Serge Papin, le président du groupement Système U. Nous allons évoquer en sa compagnie les négociations commerciales entre fournisseurs de l'agroalimentaire et grande distribution qui se déroulent en ce moment et qui se passent mal dans un climat tendu, voire conflictuel. Nous aborderons également les conséquences du scandale de la viande de cheval pour la grande distribution, sans oublier les grandes tendances à venir de la consommation pour une profession minée par la guerre des prix dans la course aux parts de marché. Et alors que plane la question centrale de la défense du pouvoir d'achat des Français. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors nous allons nous arrêter longuement sur les négociations qui se passent en ce moment entre donc la distribution, enfin terminée ou mal terminée en tout cas pour beaucoup des acteurs majeurs donc de la profession. Alors qui se terminent ou qui donc sont sur une note très négative. Il faut voir le communiqué, vous avez vu, de l'ANIA, qui défend les intérêts de la profession, qui parle de distributeurs sans foi ni loi, de conditions dramatiques de conclusion des accords et de pression psychologique et économique scandaleuse. Comment en est-on arrivé là ? Alors, je parle pour Système U, là. Ouais. Nous, on a plutôt eu une période de négo. Je ne veux pas, en effet, dire qu'elle n'était pas dures, ces négociations, mais elles ont eu lieu et globalement, les accords ont tous été signés et ils reposent tous sur de la croissance, puisque nous prévoyons cette année de faire en moyenne plus 5%. Donc les accords sont plus faciles à trouver, en effet, quand il y a de la croissance. Deuxièmement, deuxième marqueur de ces négos, la différence qui a été faite entre les grands groupes internationaux qui n'ont pas de vrais problèmes. Je rappelle que les résultats de Nestlé, c'est 16 milliards d'euros de résultats cette année. Vous voyez, bon. Donc, faire la différence entre les grands groupes internationaux et les PME. Et on a eu une relation de négociation différente. Je déplore d'ailleurs que Jean-René Buisson ne le signale pas. Troisième élément, distinguer les problématiques des filières agricoles aussi dans ces négociations, et en particulier celles issues à la fois de l'élevage et de la production laitière. Et nous avons pris des initiatives pour faire en sorte que, par exemple, sur le lait, dont la filière va mal actuellement, je dirais même elle est sinistrée, pour déverrouiller les négos de 2 à 3 centimes d'euros, c'est ce qui manque sur le litre de lait, mais que nous allons payer aux transformateurs, parce que nous sommes dans une relation bipartite entre le transformateur et nous-mêmes, et s'assurer que ça va bien aller aux producteurs. Donc vous voyez que entre le discours porté et la réalité vécue, il y a quand même des différences. Alors, quand même, est-ce qu'on n'est pas dans des pratiques de la grande distribution qui sont aujourd'hui tout à fait condamnables, des distributeurs qui demandent ou qui ont demandé des baisses de tarifs jusqu'à 10%, des suspensions brutales de contrats, des fins de référencement sur plusieurs lignes. Est-ce que tout ça est vrai ? Écoutez, il n'y a pas eu de demande de baisse de tarifs. Chaque fois que l'augmentation des matières premières pouvait justifier une hausse des tarifs, elle a été acceptée. Certaines matières premières ont baissé, d'autres ont augmenté. Et en effet, il est probable que cette année, nous vivions en moyenne peu d'inflation. Maintenant, la loi existe. Nous ne pouvons pas aller contre la loi. La loi, elle s'appelle Loi de modernisation de l'économie. Pourquoi des distributeurs, des grands groupes, iraient se mettre hors la loi en étant prédateurs, si j'ose dire, puisque c'est ce que vous semblez sous-entendre. Écoutez, nous, on veut simplement, justement à l'inverse, que la loi puisse évoluer pour qu'elle soit beaucoup plus respectueuse, si j'ose dire, plus empathique des PME françaises. Donc vous voyez que on est loin de ce que vous évoquiez dans vos propos. Alors, on va revenir sur la LME, effectivement, les problématiques qu'elle pose, et puis peut-être ce qui pourrait être amendé, en quoi ça pourrait contenter les uns et les autres, mais quels problèmes également cela poserait. Ce que je vous propose auparavant, Serge Papin, c'est que nous revenions avec Alexandre Miry-Courtois, le directeur des études de Xerfi, sur la problématique aujourd'hui, ce qui se passe concernant donc ces fameuses négociations commerciales. Pourquoi on est arrivé cette année encore, c'est tous les années le cas, mais cette année c'est particulièrement épidémique, et on est quelque chose dans une relation qui semble tout à fait viciée. Comment on est arrivé à ça ? Vous pourrez réagir après, vous verrez. Les négociations commerciales entre distributeurs et industriels de l'agroalimentaire ont été tendues.
comme chaque année. Comme chaque année, l'Association nationale des industries agroalimentaires, l'ANIA, s'est insurgée contre les distributeurs jugés responsables de l'étranglement des industriels. Si la chanson est connue, le ton est devenu beaucoup plus agressif. Pourquoi ? Parce qu'avec la crise, le pouvoir d'achat baisse depuis la fin 2011 et la course effrénée aux prix les plus bas a ravivé la guerre entre grandes enseignes. Oui, mais le tout dans un contexte de hausse des coûts de production pour les industriels. En amont, les prix de production des produits agricoles se sont élevés de près de 5,5% en 2012, avec des pointes records sur certaines lignes de produits, comme les œufs, plus 51%. Des hausses que les industriels se plaignent de ne pas pouvoir passer, ce qui pousserait certains à des comportements délictueux. Alors Serge Papin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'Alexandre Mirly-Courtois qui met en avant effectivement cette guerre sans précédent ou toujours plus vive sur donc les prix, la valse des étiquettes, cette concurrence pour les parts de marché entre les grands de la distribution, ce qui explique en quelque sorte que les fournisseurs, les petits, soient asphyxiés. Absolument, alors ça renverra quand même à la loi, mais dans cette guerre des prix, chercher le prix à tout prix, on va finir par en payer le prix. Oui, beaucoup de prix alors. Non, mais ce qui se passe, c'est assez simple à comprendre. Il y avait autrefois Leclerc qui était persuadé d'être le moins cher. D'ailleurs, on lui faisait cette grâce, on lui disait « Mais oui, t'es le moins cher, vas-y ». Nous, on était juste dans la roue, juste derrière. Est arrivé Carrefour, Plaça, qui dit « Mais non, le moins cher, c'est moi. Et vous allez voir ». Et donc, il dit, mais il a même, Georges Plaça, dit, c'est la fin de la récré pour Leclerc. Je ne sais pas si vous avez lu sa déclaration. Donc, il dit, je suis le moins cher. Leclerc dit, mais non, 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 attendez, c'est vraiment moi le moins cher. Donc, il y a une compétition qui est destructrice, je pense, pour tout le monde. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Attendez, entre les deux leaders, ils pèsent à eux deux presque 50% du marché national. Ils se livrent une compétition très forte. Nous, évidemment, on suit là-dedans. Ça entraîne tout le monde vers le bas, ça met une pression sur l'ensemble du dispositif, et voilà, alors je ne veux pas transmettre comme on dit, la patate chaude, mais c'est quand même aujourd'hui, cette guerre des prix s'est amplifiée, c'est parce qu'il y a une recherche de leadership entre Carrefour et Leclerc. Alors il y a aussi une recherche de pouvoir d'achat par les Français, et quelque part ça paye, puisque en 2012, la diminution en volume a été très faible de la demande alimentaire de la part des Français. Alors est-ce qu'il n'y a pas une vérité quand même, avec des prix bas, et puis si Coca accepte, ou Nutella, puisqu'on prend souvent cet exemple en exergue, accepte d'être sur des prix aussi bas dans les rayonnages, alors ? Non mais d'abord, arrêtons de faire porter la symbolique du pouvoir d'achat sur le seul budget alimentation. On va devenir la portion congrue, ça devient 12% des dépenses des budgets des ménages. Personne ne parle jamais dans ce pays que l'immobilier vaut trop cher, c'est 30% du budget des ménages. Regardez, le président de l'Orpi a fait une déclaration. L'immobilier en France, c'est entre 10 et 15% trop cher. C'est 15% plus cher que l'Allemagne. Si l'immobilier baisse de 15% en France, il n'y a plus de problème de pouvoir d'achat. Le transport est plus... Les gens mettent plus d'argent pour se bouger que pour se nourrir. Alors, premier point. Deuxième point, c'est il y a un changement de comportement. Nos clients, on le voit bien, ils cherchent à consommer mieux plutôt que consommer plus. Le marqueur des années 2010 et plus, c'est que la consommation devient raisonnable. Et avec des distributeurs, je l'espère, qui vont devenir responsables. Et ça veut dire quoi ? Que, par exemple, on achète les produits de saison à la saison, qu'on retourne à la cuisine. C'est rare. Quand on fait ça, ça ne coûte pas cher. Je le dis avec beaucoup de précautions, mais si vous voulez manger un légume de saison et le mettre avec, par exemple, une viande de porc, ça coûte pas cher. Non, mais évidemment, si vous achetez le fameux Nutella dont vous parlez, si vous achetez des céréales Kellogg's, si vous achetez des plats cuisinés, si vous achetez que du prêt-à-manger, ça coûte cher. Si vous voulez passer au fait maison, ça coûte moins cher. Donc voilà aussi ça. Ça, c'est la réalité. Serge Papin, ce qui est intéressant, c'est que, et là, vous êtes un peu à contre-courant de la profession, c'est que vous proposez d'instaurer un taux de marge minimum qui serait entre 10 et 15% sur le fameux seuil de revente à perte, ce qui en quelque sorte obligerait donc les distributeurs à vendre ces fameux produits qui écrasent les PME, donc le Coca et le Nutella, un peu plus cher, ce qui redonnerait un peu d'oxygène aux fournisseurs. Alors, une question toute simple, est-ce que ce n'est pas un peu démagogique dans la mesure où, pour certains, et Michel-Édouard Leclerc ne s'en prive pas sur son blog, ça recréerait
des conditions d'inflation. Mais non, mais qui est démagogique ? Et moi, je ne suis pas à contre-courant. Hein. Je suis justement, je pense, dans le courant de l'intérêt général. Je le dis d'une façon détachée. Je peux même le dire en enlevant ma casquette de président de Système U. Je le dis en tant qu'observateur de ce métier, en connaissant les pratiques depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui se passe ? La loi de modernisation de l'économie, c'est une loi dure. C'est une loi qui est faite pour des grands groupes de distribution qui relationnent avec des grands groupes internationaux. Qui c'est qui paye les pots cassés ? C'est les petits là-dedans. Parce que quand une loi est la loi de la jungle, c'est aussi la loi du plus fort. Et quand vous faites zéro marge sur Nutella, qui c'est qui finance ? C'est les salaisons du Mâconnais. Le Coca d'Atlanta est financé par le Coco de Paimpol. Eh bien, continuons comme ça. Et à ce moment-là, on va demander à des entreprises qui dépendent, évidemment, parce que si Système U arrête de bosser avec les salaisons du Mâconnais, c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Ils sont en dépôt de bilan. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Et c'est vrai pour tous les distributeurs. Et dans le même temps, Coca-Cola, Nestlé, etc., on ne pèse même pas 0,5% de leur chiffre d'affaires monde. Donc, plus vous financez une guerre des prix avec zéro de marge sur les grandes marques, plus vous demandez aux PME de fournir les marges dont vous avez besoin. Critique, donc, on ne va pas s'en sortir. Non, mais je comprends votre raisonnement, et c'est vrai que Système U se positionne, et là aussi peut-être un peu à contre-courant des autres. On est en train de détricoter l'appareil agroalimentaire français. On va devenir les ArcelorMittal. Donc la sidérurgie de demain, l'agroalimentaire française. Alors que c'était une pépite. Alors, voilà, est-ce que vous ne croyez quand même pas, avec votre proposition, qui donc, encore une fois, je le répète, consisterait à ce que le Coca ou le Nutella soit vendu plus cher sur les rayonnages, est-ce que vous n'allez pas offrir en quelque sorte un boulevard à la puissance de feu de ces grandes marques, primo ? Et deuxièmement, est-ce que vous n'allez pas rendre les négociations encore plus dures parce qu'il va falloir répercuter ces marges et donc quelque part vous serez plus exigeant au début des négociations commerciales avec les fournisseurs ? Alors d'abord, moi j'ai fait une proposition, je n'ai pas toute la méthode. Bon, et je regarde le panier moyen. Dans le panier moyen, il n'y a pas que du Coca-Cola et du Nutella. Parce que si on augmente un peu les prix... Enfin, il n'y a pas que des cocos de Paimpol non plus, pour reprendre votre jolie expression, que vous aimez mettre en avant d'ailleurs régulièrement, mais on connaît votre constance. Ça sonne bien, et ce n'est pas une contrepétrie. Et voilà. Et alors, si on peut très bien d'abord lisser les augmentations, on a un levier, vous savez, chez nous, qui s'appelle la démarque promotionnelle. C'est-à-dire, en prix permanent, il pourrait y avoir sur le Coca-Cola, en effet, me semble-t-il, un peu moins de promotion, mais ça ne bougerait pas le prix permanent. En revanche, ça permettrait de donner de l'air aux filières agricoles et de donner de l'air aux PME, soit en vendant moins cher, soit en leur payant le produit un peu plus cher. Donc, sur le panier moyen, globalement, ça ne se verrait pas, puisqu'il n'y aurait pas. Ça se verrait, en effet, peut-être un peu sur quelques grandes marques, sur les grandes marques. Il faut bien faire des choix à un moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'appeler donc, si je comprends bien, à la modification substantielle de la LME et en quelque sorte de ressusciter l'avant-LME, si je puis dire, la loi Galland et ses succédanés, en redonnant aux industriels finalement la maîtrise des prix de marché, sans que ce soit possible qu'on puisse répercuter ça sur le client. Et on sait qu'aujourd'hui, le client veut des prix bas pour cause de pouvoir d'achat. Bon, alors, d'abord, la loi Galland, c'était ce qu'on appelle des marges arrière. Donc, c'était des prestations de services qui étaient facturées par le distributeur. On n'est pas là, parce que moi, ce que je propose, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de prix abusivement bas, qui sont, par exemple, du dumping social. Même les coûts de personnel ne sont pas répercutés dans le prix. Donc, il pourrait y avoir un coefficient minimum, qui serait, par exemple, prix d'achat plus 10%. 10%, c'est en moyenne la répercussion des coûts sociaux. Et mais il ne s'agirait pas, on serait toujours dans une marge avant. On ne serait pas à un retour des obscures marges arrière de la loi Galland. Alors, Serge Papin, il y a aussi le gouvernement qui planche sur le sujet, alerté effectivement par la difficulté de ces fameuses négociations dont nous parlons. Alors, la logique, c'est peut-être de revoir une partie de cette LME et de renégocier en cours d'année les tarifs, par exemple, notamment en cas de très forte volatilité des matières premières. C'était le cas notamment en début d'année, aujourd'hui c'est moins le cas, mais ça peut ressurgir demain. Vous êtes pour ou contre ? Moi je suis plutôt pour. Écoutez, ça va être quand même de plus en plus difficile, parce que s'il n'y a plus que des grands groupes de distribution qui disent « mais nous, tout va bien, ça va », et puis qu'autour, c'est le désert et que des entreprises tirent leur rideau, comment est-ce qu'on fait vous voyez ? Donc il faut bien qu'on tienne compte de ça, et qu'il y ait ce qu'on appelle des clauses de revoyure au fil du temps. Parce qu'il y a une hausse des matières premières ou une baisse, et que ça pèse dans le prix de revient de l'entreprise qui les transforme
ou de la filière qui les produit, ça me paraît logique et légitime de réobserver les choses. Est-ce que vous pensez, dans les grandes tendances de consommation à venir, que ces valeurs de proximité que les gens réclament seront donc de plus en plus importantes, avec un retour à une espèce de bonne bouffe, en opposition à la malbouffe? Je sais que, Système U, vous communiquez pas mal là-dessus, encore une fois, je le disais, peut-être un peu à contre-courant. Vous voulez dire que si on n'avait pas toutes ces PME, on ne pourrait pas aller dans cette logique-là aujourd'hui, et c'est ce que les gens réclament, malgré, encore une fois, j'y reviens, vous avez trouvé que j'insiste là-dessus, la question centrale aussi du pouvoir d'achat, les gens veulent consommer moins cher. Consommer mieux surtout. Ouais. Mais ce qu'on sent, c'est que nos clients sont très attachés à ce qu'on appelle l'économie locale. C'est-à-dire, il y a une espèce de paradoxe, à la fois on regarde le monde, mais en même temps on regarde à ses pieds, qu'est-ce qui se passe. Et ils sont attachés au fait, est-ce que c'est produit localement, est-ce que c'est transformé ici? Parce que c'est de l'emploi. Et quand on achète un produit, on veut donner du sens, et si on sait qu'il y a de l'emploi derrière, localement, donc tous ces sujets-là sont des sujets qui émergent de manière significative, beaucoup plus fortement qu'il y a quelque temps. Et donc c'est aussi, nous, il me semble qu'on est dans la tendance et dans l'air du temps, en privilégiant ces acteurs locaux, cette économie locale, et c'est ce qui fait, pour partie, le succès de Système U. Et c'est ce qui fait aussi le succès, c'est ce qu'avancent certains, d'une façon générale, des groupements, des coopératives comme vous, comme Leclerc, comme Intermarché, par rapport aux mastodontes que sont Auchan et Carrefour. Et donc, quelque part, vous avez senti, avant eux, ces grandes tendances de la consommation. Il n'empêche, vous l'avez dit, Georges Plassas se bat chez Carrefour dans une logique de prix. Est-ce qu'on ne va pas revenir, malgré tout, insensiblement à cette logique de prix? Et que vous avez mangé vos meilleures années, en quelque sorte? Je ne crois pas, non, parce que non, je ne crois pas. D'abord, Georges Plassas se bat pour un leadership. Oui. Il se bat pour un leadership, le sien, et il se bat pour un leadership, par là même, celui en France, voilà, et qui veut retrouver. Et donc, il utilise des armes qui sont celles, connues de la grande distribution. Il dit, on est les moins chers. Donc voilà, moi je crois qu'il faut sortir de ça. Je ne dis pas qu'il faille augmenter les prix, je suis très raisonnable. On ne peut plus détruire de la valeur comme on le fait. Je pense que ce pays a un leadership à prendre sur la qualité France. Il ne peut pas y avoir de projet social. Quel projet social il peut y avoir avec les collaborateurs si on détruit de la valeur? Quel projet environnemental on peut avoir sur le développement durable si on détruit de la valeur? C'est la question. Je ne suis pas pour augmenter les prix significativement, mais je ne suis pas non plus pour continuer à détruire de la valeur. Il faut qu'on arrête cette spirale infernale. Voilà ce que je dis. Alors, ce que je vous propose là aussi, c'est que nous retrouvions, Serge Papin, si vous voulez bien, donc nous retrouvions Alexandre Mirly-Courtois pour un peu nous décrypter, le directeur des études de Xerfi, les grandes tendances dans l'hypermarché, dans la grande distribution, et puis quitte à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un modèle dépassé et qui pourrait souffrir dans les années à venir? Regardez, écoutez son analyse. Les grandes et moyennes surfaces, les GMS, perdent du terrain. Certes, elles dominent toujours le commerce alimentaire avec près de 65% des ventes en valeur. Mais c'est une part qui a reculé de 4 points environ depuis 2004. L'hypermarché en particulier ne semble plus totalement répondre aux attentes des consommateurs. Des attentes toujours fortes en termes de prix, certes, mais des attentes également élevées en termes de proximité, comme en témoigne le boom des filières courtes, vente à la ferme, AMAP. Le réseau AMAP pour Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, compterait ainsi environ 70 000 membres, soit 270 000 consommateurs estimés. Avec sa centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, il reste toutefois bien loin des 60 milliards d'euros de ventes réalisées par les seuls hypermarchés dans l'alimentaire. Des hypermarchés bien déterminés à conserver leur position dans le paysage commercial français, avec de nouveaux moyens de combat, comme le drive. Alors, de nouveaux moyens de combat comme le drive. Je sais que vous êtes dans une logique très forte de développement du drive, dans ce qu'on appelle les drives accolés, qui ne sont pas les drives isolés, qui est plutôt la politique de Leclerc. Donc, vous accolez au magasin. Est-ce que là aussi, vous ne détruisez pas de l'emploi? Est-ce que vous ne déshumanisez pas la grande distribution avec ce développement absolument foudroyant du drive? Il y en aura 2000 en France dans quelques mois. On a dépassé les 2000. Oui, on a dépassé les 2000, puisque oui. Mais alors, en fait, si vous voulez, il y a d'abord plutôt création d'emplois pour l'instant que destruction d'emplois, parce qu'il faut des gens pour préparer
les courses qui sont commandées sur Internet. Mais ce seront les gens de l'hypermarché qui iront au drive, non? Non. Là, ce sont des gens en supplément, parce que voilà, on ne peut pas détourner comme ça des collaborateurs. Donc ça crée des emplois, paradoxalement. Après, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on ressent? Il est probable que sans doute ça monte jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Là, nous sommes à 3, 4, 5. Certains magasins sont à 7 ou 8, donc on va monter à 10 dans les 2 ou 3 ans. Le chiffre d'affaires double chaque année. Et ce qui se passe, c'est assez intéressant, parce qu'on voit bien que les achats corvées, l'eau, le lait, etc., les gros produits, les pondéreux, sont achetés au drive, alors que les achats plaisir retrouvent dans le magasin, au contraire... Et alors donc, si je vous comprends bien, ces fameux achats plaisir des petits fournisseurs français, à travers les négociations des PME, seraient donc en bonne position dans les magasins et non pas dans les drives. Par exemple, et je veux dire, la modernité de demain, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Parce qu'avoir la dernière technologie pour faire le drive, tout le monde l'aura. Par contre, la modernité de demain, ça sera d'avoir le bon boucher dans le magasin. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, on va conclure, et vous me tendez la perche, le bon boucher, la question évidemment du scandale de la viande de cheval. Quelle est la part de la responsabilité de la grande distribution? Parce que finalement, vos produits vendus sous marque de distributeurs, les fameux MDD, sont aussi fabriqués par les mêmes filières totalement extravagantes qu'on a pu voir. Quelle est la responsabilité de la grande distribution? Là, c'est d'abord, c'est une escroquerie dont on est en train de tirer les enseignements. J'ai été moi-même surpris de voir comment des traders pouvaient échanger. Tout ça via la Roumanie et les Pays-Bas. Surprenant. Ça veut dire que on en tire des enseignements et on prend des engagements. Les engagements, c'est d'abord, il faut que, et j'étais avec le ministre Le Foll hier pour en discuter, il faut que l'on trace l'ensemble des produits, depuis l'amont, l'ensemble des ingrédients, parce qu'aujourd'hui, c'est assemblé en France. Donc, vous pouvez avoir un poulet qui vient du Brésil, vous pouvez avoir des pâtes qui viennent de Chine, des épices de je ne sais où. Si c'est assemblé en France, c'est produit français. Bon, donc, il faudrait démontrer la provenance de la viande en elle-même. Oui. Et deuxièmement, nous allons effectivement favoriser maintenant les circuits courts, y compris pour les ingrédients dans la moussaka, par exemple, qui représente 14% du produit, et faire en sorte que nous ayons le VPF, c'est-à-dire viande produite en France, qui sera un peu plus cher. Mais est-ce que là, on n'est pas, j'ai bien compris vos arguments et comment vous allez tenter de réagir. La profession, tout le monde est effectivement concerné, mais vous avez vu que la consommation des plats cuisinés s'écroule en France après cette histoire. Est-ce qu'on n'est pas là avec quelque chose qui est en train de changer radicalement là aussi, et que c'est toute la grande distribution qui va prendre ça de plein fouet? Et puis, et on va conclure là-dessus, est-ce que vous ne payez pas parce que justement, les prix sont écrasés, les marges sont faibles, et donc on est obligé d'arriver à ce genre de subterfuge? Non, mais c'est... En effet, par rapport à la discussion que nous avons depuis le début de notre entretien, cette crise-là est en train de donner le signe des excès d'une recherche du prix à tout prix. Et probablement qu'il faut se sortir de ça. Et si on veut favoriser la viande française et si on veut favoriser les circuits courts, il faut se dire qu'il y aura d'autres exigences, et que ça peut coûter en effet un tout petit peu plus cher, mais pour le meilleur. Bon, pour le meilleur. Merci Serge Papin d'avoir été notre invité pour passer en revue ces négociations commerciales difficiles, effectivement, cette année, et puis les grandes problématiques de la grande distribution. Merci Serge. Merci à vous.